Bonjour. Voici la dernière partie du cours de connaissance du chien. L'homme et le chien, comment cela a-t-il commencé? Ce que nous dit la paléontologie. Où nous allons découvrir deux théorèmes fondamentaux de toute théorie visant à expliquer le comportement canin. Quand les nomades sont devenus sédentaires. Vous en souvenez-vous? Nous nous étions quittés sur le récit d'une première collaboration entre l'homme et le loup, ce dernier épargnant au premier le souci d'enterrer les restes alimentaires. Mon histoire vous paraît logique? Elle l'est en effet, mais à ce jour que je sache, rien ne prouve son exactitude. Je vous l'ai dit, les premières traces d'une cohabitation homme-chien concernent uniquement des populations humaines sédentaires, à l'exclusion des nomades. La paléontologie nous apprend par contre que les villages sédentaires ont été organisés en zones d'utilisation distinctes, comportant ce que nous pouvons assimiler à une zone poubelle. Les carcasses des animaux consommés y étaient déposées, et les traces sur les ossements démontrent que ceux-ci ont bien été revisités par des chiens. Les indices sont formels, la preuve est apportée. Ces premières populations canines devaient également jouer un rôle de sonnette, en avertissant de l'arrivée d'hôtes indésirables. Enfin, rien n'interdit de penser qu'elles pouvaient assurer encore d'autres fonctions que nous n'avons pas encore découvertes. Le choix des loups. Les premiers chiens, nous l'avons dit, se différencient des loups notamment par une taille plus modeste. Comme cette transition n'a pu se faire que de manière longue et progressive, cela conforte nettement l'idée que le rapprochement n'a pas commencé avec la sédentarisation de l'espèce humaine, mais sensiblement plus tôt. Mais ce qui est évident, c'est que ce rapprochement ne s'est pas fait à l'initiative de l'homme, mais bien à celle du loup. Et plus précisément, de certains loups seulement. Lesquels? On peut facilement imaginer que les loups les plus grands, les plus forts, n'aient attendu ni l'homme ni quelque autre prédateur pour se fournir en alimentation. Mais chasser, et surtout forcer un animal à la course puis le tuer, voilà qui dépassait sans doute les capacités de certains sujets moins vigoureux, moins volontaires, moins imaginatifs. Pour ces derniers, le seul espace de survie, c'est de s'accommoder des restes des plus forts. D'abord les restes en provenance d'individus de la même espèce, mais paradoxalement ce potentiel alimentaire est en réalité très limité. Le loup comme l'homme est un animal social, certes, mais avec une capacité de compassion nettement moindre. L'homme soigne ses blessés et nourrit ceux de sa tribu qui sont affaiblis. On observe des faits similaires chez les animaux, mais de manière généralement moins systématique. Et puis, nous l'avons dit, les restes d'un repas humain sont un repas complet pour un canidé, ce qui n'est pas le cas, c'est l'évidence, des restes d'un repas de canidé. Nos loups moins vigoureux en viennent donc à devenir les commensaux de prédateurs d'autres espèces, dont l'homme, avec une nette préférence pour l'homme. C'est que celui-ci, s'il est à coup sûr, à cette époque en tout cas, et de très loin, le meilleur coureur de fond du monde animal, il se montre extrêmement médiocre sur des distances courtes. Un lion, un jaguar, excédé par la présence de chiens en attente de reste, pourra bien en rattraper un ou deux à la course. L'homme, dans une même situation, ne pourra rien. Ne lui restera que le choix de subir ou de s'organiser pour rendre une cohabitation qu'il n'a pas souhaitée la moins nuisible possible. Sans l'homme, la sélection naturelle eût impitoyablement éliminé ces animaux plus faibles. Avec l'homme, ils ont pu survivre, s'accoupler, se reproduire, puis élever leurs petits. Le loup commensal est devenu le chien. Mais c'était là le choix du loup, subi sans doute, ou au mieux toléré par l'homme. Qu'il en coûte ou non à notre amour-propre, voilà démontré de la manière la plus irréfutable notre premier théorème. Théorème premier, ce n'est pas l'homme qui a choisi le chien, c'est le chien qui a choisi l'homme. En dépit des apparences, c'est toujours le chien qui choisit l'homme. Si nous avons passé tout ce temps à analyser le processus qui a permis le rapprochement des deux espèces, ce n'est pas par passion pour l'anecdote, mais pour les conséquences plus étonnantes qu'il n'y paraît d'abord de ce processus. Commençons par ceci. 12 000 ans plus tard, le théorème premier se vérifie toujours.
Vous croyez avoir choisi un chien dans une portée. Ne vous y trompez pas. Le bon Dieu le sait bien, lui. Ce n'est pas vous qui avez choisi, c'est le chiot qui s'est débrouillé pour que vous le choisissiez. Il vous a séduit, et vous croyez l'avoir choisi parce qu'il vous a séduit. Combien de fois ai-je entendu dire par des responsables, des éleveurs, des vétérinaires, l'achat du chien doit être réfléchi. Il faut tout faire pour combattre l'achat coup de cœur. Or, et vous comprenez désormais pourquoi, pas de coup de cœur, pas d'achat. D'ailleurs, quiconque met en balance sérieusement plus de 5 minutes les avantages et les inconvénients qu'il y a à prendre en charge un chien de compagnie ne peut que se rendre à l'évidence. Les inconvénients l'emportent de manière écrasante. Heureusement pour nos amis les chiens, parfois le cœur aveugle. Petite confidence personnelle. J'ai été amenée tout au long de ma vie professionnelle à acheter de nombreux chiens. Jamais, je dis bien jamais, le choix final ne m'a été dicté par l'objectivité. Toujours, dans tous les cas, je suis tombée amoureuse du sujet que je décidais avoir choisi. 12 000 ans ont passé, rien n'a changé. Les chiens nous imposent leur présence et se débrouillent ensuite pour nous donner l'impression que nous l'avons voulu. Mais n'est-ce pas la même chose depuis toujours pour les couples humains? Le mâle passera sa vie dans l'illusion de sa virile conquête, mais la femelle sait bien que le choix, c'est elle qui l'a fait. Ce que l'homme a appris au chien. Résumons. Dominant un réflexe ancestral de défiance et de peur, certains loups, progressivement, prennent l'habitude de vivre dans le sillage de hordes humaines. Nul doute ces dernières commencent par détester cet encombrant voisinage, puis le supportent plus ou moins, y trouvant même quelques avantages. Ils le supportent d'autant mieux que ces loups familiers qui sont, nous l'avons dit, nettement plus petits et plus frêles que les loups restés sauvages, restent peureux, relativement discrets, et d'une agressivité considérablement diminuée. Ce n'est pas seulement cette taille plus réduite qui rassure nos ancêtres, c'est un je ne sais quoi dans l'expression, le comportement, qui même chez l'adulte continue de rappeler le louveteau. Les temps étaient durs et la vie rude pour notre ancêtre. Pour autant, sa capacité de compassion est démontrée de 100 manières, et nul doute que l'allure juvénile de ses petits voisins ait joué en leur faveur. Comment ces relations de voisinage sont-elles devenues des relations réellement familières? On ne le sait pas exactement, mais on en devine l'élément déclencheur. C'est la chasse. Un gamin d'une tribu Cro-Magnon s'est-il dit un jour: tiens, je vais faire quelque chose de sympathique et d'amusant, je capturerai l'un de ces loups qui rôdent autour de nos campements. Et comme il a meilleur flair que moi, je lui apprendrai à pister pour moi. Je n'aurai plus alors à me casser les pieds à parcourir des kilomètres pour parvenir à un hypothétique gibier. Mon loup et moi irons droit au but. Nous serons les premiers revenus au campement, la gibecière bien garnie et toutes les filles à mes pieds. Cette histoire à la Roy Lewis a tout pour nous séduire, mais elle est bien sûr parfaitement invraisemblable. Tout s'est passé de manière beaucoup plus naturelle, progressive, et nous allons le voir quasi inévitable. L'histoire s'est construite d'elle-même, en dehors pour ainsi dire sinon de la volonté, du moins de l'intention des parties. Les chasseurs quittent le campement. Les loups, qui surveillent tout d'un coin de l'œil, le remarquent aussitôt. Si les hommes partent chasser, il y aura des restes, peut-être un festin. Aussitôt, l'excitation est à son comble. C'est l'évidence. Nos ancêtres n'ont eu d'autre choix que de développer des stratégies qui s'accommodent, ou mieux, utilisent une présence qui n'était pas a priori souhaitée. Quelle stratégie? On commence à avoir quelques idées là-dessus, mais cette question est tellement intéressante que je vous propose d'y revenir plus tard, de manière très approfondie. Pour le moment, retenons que l'homme n'a pas dressé le loup, devenu chien, pour en faire un compagnon de chasse. Il s'est organisé pour orienter, puis utiliser les comportements naturels du chien à son avantage. En clair, le génie de notre ancêtre a été de découvrir les stimuli déclencheurs de comportements opportuns des chiens qui les accompagnaient. En psychologie, un stimulus, au pluriel stimuli, est un agent matériel susceptible de provoquer un changement de comportement chez un sujet observé. Le chien, lui, a continué comme il avait commencé.
Il a agi selon son bon vouloir. Et voilà à son tour démontré notre second théorème que nous pouvons énoncer ainsi, et malgré ce que cette énonciation aura de provocateur. Second théorème, ce n'est pas l'homme qui a dressé le chien, c'est le chien qui a dressé l'homme. C'est l'évidence. Qu'est-ce que l'homme a appris au chien? Rien. L'homme a seulement inventé des moyens de donner envie au chien d'adopter au bon moment des comportements qui allaient dans le sens de l'intérêt des deux parties. Il a découvert, mis en place, renforcé des stimuli. A-t-il eu l'illusion de son pouvoir? Sans doute, nous avons bien l'illusion du nôtre. Pourtant, nous allons le découvrir, la manière la plus rapide et la plus efficace d'éduquer un chien est de procéder comme notre ancêtre. Mais ceci est une autre histoire sur laquelle nous allons revenir. Voilà donc qui conclut notre réflexion sur les premiers contacts entre l'homme et le loup. Mais comment allons-nous utiliser nos découvertes? Il nous faudra tout d'abord analyser et comprendre ce qui rapproche et ce qui distingue le loup et le chien. Précisément l'objet de notre prochain entretien. Merci pour votre attention.